Mes chers compatriotes, nous sommes le 23 mars au soir et cette date du 23 mars 2022 pourrait peut-être rester dans l'histoire comme une date très importante, notamment dans l'histoire monétaire, financière du monde et donc dans l'histoire tout court. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'on a appris aujourd'hui, c'est une information tout à fait importante, même si elle mérite des explications. On a appris que le président Poutine, le président russe, a décidé d'interdire le dollar et l'euro pour payer le gaz russe qu'il exporte. C'est-à-dire que notamment tout le gaz exporté vers l'Union européenne ne pourra plus être payé ni en euros ni en dollars. Et il a exigé que ce soit payé en roubles ou en yuan chinois. Alors c'est une information très très importante et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est important. Il faut bien comprendre auparavant que depuis 1945, nous sommes dans un univers issu de la Seconde Guerre mondiale, issu des accords de Bretton Woods, comme on avait dit, et qui consacrait le dollar comme la principale monnaie du monde, monnaie de réserve, monnaie de règlement. Ce privilège du dollar était astreint à une discipline de la part des États-Unis d'Amérique, c'est que le dollar devait être as good as gold, aussi bon que l'or, et donc pouvait être échangé à tout moment. Le papier de $1 pouvait être échangé à tout moment contre de l'or qui était dans les caves de Fort Knox aux États-Unis, un trésor de guerre, si l'on peut dire. Ça pouvait être échangé au taux de $35 pour une once d'or, c'est-à-dire pour 31 grammes. Ça veut donc dire que $1 valait un petit peu moins qu'un gramme d'or. Ce système, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans des anciennes conférences, ce système a volé en éclats au début des années 70, le 15 août 1971 pour être précis, avec la fin des accords de Bretton Woods, du moins d'une partie d'entre eux, c'est-à-dire cette libre convertibilité du dollar en or. Et pourquoi ceci ? Parce que tout au long des années 60, les États-Unis d'Amérique avaient fait de plus en plus de déficits, étaient devenus en fait incapables de rembourser le dollar en or au taux dit. Alors évidemment, les gens ne le demandaient pas, mais enfin on vivait sur une fiction. En fait, les États-Unis avaient créé déjà beaucoup plus de dollars qu'il n'y avait d'or dans les caisses, et donc c'était une monnaie qui était assise sur en fait une simple croyance. Mais évidemment, les croyances risque à tout moment d'être remise en question. C'est pour ça que le 15 août 1971, le président Richard Nixon a suspendu, en fait supprimé définitivement, la libre convertibilité du dollar en or. Ça veut dire qu'on peut toujours acheter de l'or avec des dollars. Mais ça veut dire que cette convertibilité à un taux fixe de $35 pour une once n'existait plus. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, l'or a été coté sur les marchés internationaux comme une matière première et donc son prix a évolué de façon très importante à la hausse. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que le dollar et l'Occident en général reposaient sur ce système et même si le dollar n'était plus convertible en or, c'était un avantage acquis extraordinaire pour l'Occident et pour les États-Unis en particulier, qui était le fait de disposer d'une monnaie nationale qui servait de monnaie de compte et de réserve. Pourquoi c'est si important ? C'est De Gaulle qui l'avait pointé du doigt dès les années 65, sous les conseils de Jacques Rueff, parce que si vous disposez d'une monnaie qui est acceptée dans le monde entier comme une monnaie de paiement et comme une monnaie de réserve, si vous n'avez pas un ressort de rappel vers la réalité qui vous interdit d'en émettre trop, puisqu'il faut que ça soit convertible en or, si vous n'avez plus ce ressort de rappel, ça devient très facile en fait d'acheter le monde entier. Il suffit de créer du dollar, et puis de pouvoir tout acheter. C'est en fait ce qui s'est passé à partir des années 70. Et en fait, l'Occident en général et les États-Unis en particulier ont bénéficié de ce système, de ce que De Gaulle appelait le déficit sans pleurs, ont bénéficié de ce système d'une façon absolument éhontée et continuent d'en bénéficier puisque les déficits
américains sont absolument énormes. Ils achètent au monde entier. Ils ont des déficits. Les États-Unis d'Amérique ont des déficits commerciaux avec quasiment tous les pays du monde. Il faut quand même le faire. Et les déficits de la balance des paiements sont payés tout simplement en émettant des endettements de dollars qui sont encaissés d'ailleurs par les pays les plus créanciers. C'est pour ça que, par exemple, la Chine est devenue l'un des principaux détenteurs de dollars. Ce sont les dettes qui ont été émises par les États-Unis pour acheter les produits fabriqués en Chine. Donc il faut bien comprendre que le système financier international est devenu en fait, avec le temps, une espèce de véritable arnaque planétaire, les États-Unis bénéficiant du privilège dollar. Il faut bien comprendre aussi que, vu d'un certain nombre de pays du monde, où les dirigeants ne sont pas des imbéciles, ils ont commencé à en avoir assez de constater que les États-Unis s'étaient taillé cette situation à la force des armes, notamment de la Seconde Guerre mondiale, mais que c'est une situation extraordinairement injuste dans son principe et qui, tout le monde en convient, finira bien un jour ou l'autre par sauter. On ne peut pas imaginer qu'on ait un pays, les États-Unis d'Amérique, et puis une zone d'influence qui va avec, c'est notamment l'Union européenne, la zone euro, en bref, les pays du monde blanc, qui continuent à vivre de façon extraordinaire grâce et d'abord et avant tout au privilège d'une monnaie. Cette situation a d'ailleurs un inconvénient majeur, c'est qu'elle a mis dans la tête des élites, des classes dirigeantes des États-Unis d'Amérique, mais aussi de l'Europe, elle leur a mis dans la tête des idées qui sont remises en question en ce moment et qui vont faire très mal à remettre en question. Parmi ces idées, il y a l'idée que le monde blanc, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, seraient pour toujours et à tout jamais les maîtres du monde. Ceux qui ont toujours raison, le camp du bien, ceux qui écrivent l'histoire parce que c'est eux qui ont gagné les guerres, ceux qui se permettent d'acheter la planète entière, ceux qui se permettent de fixer à tous les peuples du monde la façon de se comporter. Voilà. L'idée que, en fait, puisque les États-Unis d'Amérique et l'Occident, en fait, eh bien, puisqu'ils ont toujours raison, ils sont faits pour diriger le monde. Ça a été théorisé aux États-Unis avec cette idée du destin manifeste des États-Unis d'Amérique. J'insiste là-dessus parce que nous sommes en campagne présidentielle et tous les candidats, je dis bien tous les candidats, cultivent en fait de façon plus ou moins inconsciente cette idée que, en fait, c'est normal que le monde blanc soit riche. Alors certains vont verser une larme, il faut quand même faire quelque chose de plus équitable avec les pays du Sud, etc., etc. Il faut venir en secours ici. Mais l'idée est toujours celle-ci. Ça paraît naturel d'être les dirigeants du monde libre, et il paraît naturel que les autres obéissent. Voilà. Je vois par exemple la quintessence de cette pensée. C'est Monsieur Jadot, par exemple, de EELV, ou Madame Hidalgo, les socialistes, qui considèrent, alors ils donnent des leçons de morale, ils se piquent d'être plus moral que les autres, d'être plus vertueux, de l'égalité, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Ils veulent imposer toujours leur vision du monde. Et lorsque M. Jadot dit, par exemple, qu'il faut venir au secours de l'Ukraine, quasiment il faut entrer en guerre avec la Russie, lorsque Mme Pécresse dit qu'il faut absolument stopper le dictateur Poutine et donc il faut arrêter d'acheter ci ou d'acheter ça, ils pensent toujours que nous avons, nous, l'Occident, les moyens de faire plier ceux qui nous résistent, de les faire plier militairement, parce que nous aurions les meilleures armes du monde, mais de les faire plier également financièrement, parce que nous serions les pays les plus riches, nous connaîtrions tous les réseaux SWIFT, les banques, etc. Et puis les faire plier moralement, parce que nous sommes l'endroit du monde qui distribue les récompenses, comme ce fameux prix Nobel de la paix qui est devenu une farce, dont on murmure maintenant qu'il pourrait être attribué au président ukrainien Zelensky. Je renvoie à ceux qui sont intéressés à la conférence que j'avais faite sur la tromperie universelle comme mode de gouvernement, où j'expliquais ce qui se cache derrière le prix Nobel de la paix, qui ne vaut plus un clou, qui est une véritable manipulation des services de renseignement américains.
Eh bien, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que la date d'aujourd'hui est peut-être un point décisif dans l'évolution du monde. Nous allons peut-être assister au début de l'effondrement de ce système de domination planétaire du monde blanc. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que jusqu'alors, tous les pays du monde, même la Russie, même la Chine, etc., tous les pays en voie de développement se pliaient au système existant, donc se pliaient à l'idée, quand on achète du pétrole, il faut le payer en dollars. On doit passer par le système SWIFT de compensation internationale entre les banques du monde entier, que tout ça est organisé par des systèmes occidentaux ou américains, qu'il faut passer, comme pour les agences de presse, comme pour tout, il faut passer d'abord et avant tout par les États-Unis et par le monde occidental. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a pris une décision tout à fait significative. Il a décidé donc que les pays occidentaux ne pourraient plus acheter le gaz russe en le payant en dollars et en euros. Pourquoi il a pris cette décision? Il a pris cette décision suite au gel qui a été décidé, à la sanction qui a été décidée par l'Union européenne et par les États-Unis. Un gel, c'est pas un gel douche, ni un gel pour les cheveux, non, c'est un gel. En fait, c'est un vol, pour dire les choses plus clairement, un vol provisoire ou un vol à durée indéterminée. Un gel donc de 300 milliards de dollars de réserves russes détenues à l'étranger dans les banques occidentales. Ces sommes, ces 300 milliards de dollars, c'est le travail du peuple russe. C'est les ventes des produits, des matières premières de la nation russe à l'Union européenne et aux États-Unis et au monde occidental. Donc geler les 300 milliards, c'est vraiment un vol provisoire. On ne sait pas quand est-ce que ça sera rendu. Pour prendre un bon exemple, c'est comme si vous déposiez une somme tout à fait importante sur votre compte en banque et puis que la banque décidait du jour au lendemain qu'elle ne vous le rendrait pas parce qu'elle a appris que vous vous êtes fâché avec votre voisin de palier, or que son voisin de palier étant son meilleur ami, eh bien elle a décidé, pour vous punir, de ne pas vous rendre votre argent. Vous seriez certainement, pour le moins, extrêmement mécontent. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Premièrement, eh bien, ça nous apprend que les dirigeants du monde occidental, en tout particulièrement dans l'Union européenne et aux États-Unis, sont véritablement d'une folle incompétence. Il est extraordinaire de voir les décisions qui ont pu être prises de façon irréfléchie, semble-t-il. Il semble que l'Occident n'a pas eu notion que la Russie allait répliquer et qu'elle avait dans son portefeuille des répliques très puissantes. En fait, l'Occident souffre d'un complexe de supériorité et a toujours tendance à considérer que les autres peuples, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, ou les Russes, au Moyen-Orient, tout ça, c'est un petit peu, ils sont un peu bêta, etc. C'est nous qui sommes les caïds. Ben non. Non. Les sanctions qui ont été prises vont se retourner brutalement contre nous, puisque dès aujourd'hui, si l'Allemagne, par exemple, veut acheter du gaz, elle ne peut plus payer en euros ni en dollars. Alors elle va faire quoi? Eh bien, pour acheter du gaz, elle va être obligée de passer sous les fourches caudines de la Russie et donc d'acheter en roubles. Mais les roubles, on les trouve où? Les roubles, on les trouve sur certains marchés financiers. C'est pas des transactions très importantes parce que la Russie est un pays qui vit assez largement en autarcie, comme on dit, c'est-à-dire avec lui-même et sur lui-même. Donc déjà, c'est une mauvaise compréhension de la situation que d'avoir pensé que cette affaire allait étrangler le peuple russe. Non, la Russie vit déjà, elle a beaucoup de matières premières, elle peut vivre sur ses propres productions, y compris sur l'agriculture, elle ne dépend pas beaucoup du reste du monde. L'Europe dépend beaucoup plus des fournitures russes que l'inverse. Donc, l'Allemagne est obligée d'acheter du rouble, de l'acheter sur les marchés internationaux, et on a constaté aujourd'hui quoi? Eh bien, on a constaté que le cours du dollar par rapport au rouble a fortement chuté en quelques heures. Pourquoi il a fortement chuté? Ce matin, à 8h50, $1 valait 107 roubles.
Et un dollar à 16 heures valait 98,2 roubles, c'est-à-dire une baisse en quelques heures de 7,4% du cours du dollar par rapport au rouble. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des dollars et que vous voulez les échanger en roubles, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si d'un seul coup il y a beaucoup plus de demandes de roubles, le rouble va monter parce qu'il y en a moins à vendre et donc le prix va monter. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est très très important de comprendre les conséquences immédiates. Les conséquences immédiates, c'est que le rouble est en train de s'apprécier. C'est pas rien. 7,4% en quelques heures. Il est vrai que dans les jours précédents, il avait beaucoup chuté. Parce que les marchés financiers ne savent plus à quel sein se vouer dans tout ce système. Mais ce qui est certain, c'est que les fournitures en gaz de l'Union européenne vont augmenter considérablement. Puisqu'il faut se procurer du rouble et que le rouble est en forte hausse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aucun financier du monde ne peut en fait critiquer Poutine pour cette décision. C'est ça qui est assez génial. C'est qu'en fait, du point de vue stratégique, il est beaucoup plus malin que ceux qui l'ont attaqué. Pourquoi ? Parce qu'il a rendu la situation, il rend des coûts. Aucun financier au monde ne peut reprocher à Vladimir Poutine de ne plus vouloir être payé en euros et en dollars, puisque Poutine dit, et il a raison de le dire, que lorsqu'il est payé en euros et en dollars, et que ces sommes sont placées dans des banques occidentales, on se permet à tout instant les pays occidentaux se permettent à tout instant, on vient d'en avoir la preuve, de geler, donc de voler en fait les sommes. C'est-à-dire que l'engagement moral fiduciaire, une monnaie fiduciaire, ça vient de fides en latin, qui veut dire avoir confiance. L'engagement moral de confiance est rompu. Et donc Poutine a dit devant la planète entière que le dollar et l'euro ne justifiaient plus que l'on ait confiance en eux. Alors c'est évidemment très grave. Pourquoi ? Parce que si on s'arrête là, peut-être qu'on pourra réparer les pots cassés, mais ça n'est pas la direction que ça prend. On voit que les États-Unis sont extrêmement inquiets. Ils se multiplient les attaques. Ils se sont attaqués à la Chine, je l'ai dit dans une vidéo antérieure. Donc les États-Unis essaient de serrer les boulons du monde occidental. Le président Biden se rend ce jeudi d'ailleurs en Europe pour présider le sommet de l'OTAN, pour présider le sommet du G7 et, paraît-il, on nous explique, pour participer au sommet de l'Union européenne. C'est quand même incroyable. Je n'imagine pas que, passant du G7 au sommet de l'Union européenne, je n'imagine pas que d'un seul coup, on va le mettre sur un strapontin au bout de table. Non, il va conserver son siège, une position en vue. Alors on dira, pour ne pas choquer trop, on ne dira pas que les États-Unis ont présidé le Conseil de l'Union européenne, mais ça sera tout comme, puisque ça viendra juste après la présidence du G7 et la présidence de l'OTAN qui est exercée par les États-Unis. Donc là, on a un phénomène qui confirme ce que je dis depuis 15 ans, mais qui est tangible, que chacun peut voir. L'Union européenne est complètement vassalisée par les États-Unis. Et pourquoi cela d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que Biden fait cette tournée des popotes ? Parce qu'il a peur que le camp occidental s'effrite. Il insiste sur l'unité. C'est-à-dire tout le monde doit se réunir derrière moi, bien sûr, c'est-à-dire derrière Washington. Il comprend bien, Biden, ou du moins les services de Washington comprennent bien, que la situation est en train de dégénérer pour l'Occident et qu'il y a un risque que chacun veuille tirer la couverture à lui, dans un cas d'effondrement général. Et c'est ça ce qui est le plus grave, peut-être, et qui va peut-être arriver. Je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, ni les Cassandres, mais je rappelle que dans la tragédie antique, Cassandre, qui annonçait les malheurs, avait raison. L'histoire lui donnait raison. Qu'est-ce qui pourrait arriver maintenant ? Premièrement, que la Russie décide d'étendre son exigence d'être payée en roubles russes ou en yuan chinois à toutes ses exportations.
pas seulement le gaz, mais aussi le pétrole, le blé, la vodka, les produits alimentaires, les matières premières. Il y a énormément de métaux, le titane, etc., que l'on trouve essentiellement en Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième clou dans le cercueil, ce serait que la Chine décide de faire la même chose. De toute façon, d'ores et déjà, puisque la Russie accepte le yuan comme monnaie d'échange et de règlement, ça veut dire que la Chine est d'accord. D'ailleurs, Vladimir Poutine et Xi Jinping se rencontrent régulièrement et montrent d'ailleurs une entente qui fait très peur aux États-Unis. C'est pas pour rien que Joseph Robinette Biden, puisque c'est son vrai nom, a passé 2 heures au téléphone pour essayer de faire les gros yeux à Xi Jinping, qu'on n'avait strictement rien à faire d'ailleurs. Je vous renvoie à ma vidéo précédente. Donc, en réalité, la Chine pourrait décider de faire la même chose. Et puis alors, le troisième clou dans le cercueil, c'est si d'autres pays tiers s'y mettaient également. Je pense en particulier à l'Arabie saoudite, qui détient encore quelque chose comme 20 à 25% des réserves mondiales prouvées de pétrole, qui était jusqu'à récemment la 51e étoile des États-Unis ou la 52e étoile des États-Unis, puisque certains disent que c'est Israël la 51e et l'Arabie saoudite la 52e. On a vu que l'Arabie saoudite, comme l'a dit pudiquement le journal Le Monde, s'émancipe des États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Arabie saoudite n'a pas condamné Moscou, garde des très bonnes relations avec Moscou, et l'Arabie saoudite qui facture son pétrole et son gaz en dollars, eh bien, finalement, pourrait décider demain d'accepter d'être payé en dollars, bien sûr. J'imagine pas qu'ils arrêtent, mais d'être payé également en roubles ou en yuan, si d'aventure le rouble et le yuan devenaient de plus en plus des monnaies d'échange et de règlement comme ça en prend la direction. Même chose pour les Émirats arabes unis, même chose en fait pour les États pétroliers du Golfe, de la péninsule arabique ou du Golfe arabo-persique. On imagine assez volontiers que l'Iran pourrait se joindre au mouvement avec une grande délectation pour laisser tomber le dollar et l'euro et adopter le rouble et le yuan. On pourrait très bien l'imaginer. On pourrait très bien imaginer également que ce soit assez rapidement le cas du Venezuela, puisque les États-Unis ont quand même eu comme particularité de s'attaquer et de se mettre à mal avec beaucoup de pays qui possèdent des hydrocarbures. Imaginons donc que dans quelques semaines, la Russie, la Chine, l'Iran, mais aussi les BRICS, donc le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, un certain nombre de pays pétroliers du monde, le Venezuela, décident tous de basculer dans un nouveau système financier international où la monnaie de réserve ne serait plus le dollar. Ça pourrait être d'ailleurs, il pourrait ne plus y avoir de monnaie de réserve autre que l'or qui servirait de valeur refuge, ou bien que l'on accepte le rouble ou le yuan chinois comme une monnaie de réserve. Et que, ce faisant, il y ait donc une compétition entre la monnaie du monde qui domine. Ça rappelle ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'en 1938, 39, 40, il y avait une monnaie mondiale. La principale monnaie, c'était la livre sterling. Ça datait de l'empire colonial anglais, britannique, qui avait culminé avec la proclamation de la reine Victoria comme impératrice des Indes. Et le Royaume-Uni était à la tête d'un empire, the empire on which the sun never sets, c'est-à-dire l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Et puis les années 1910, 1920, 1930 avaient concrétisé la montée en puissance économique des États-Unis d'Amérique. Et dans les années 1938-39, le dollar commençait à concurrencer la livre sterling comme monnaie internationale de transactions et de réserve. Et la Seconde Guerre mondiale, on peut la résumer du point de vue monétaire comme la perte par le Royaume-Uni de cette prédominance monétaire au profit des États-Unis
Ce sont les accords de Bretton Woods de 1944 dont je parlais tout à l'heure. On en a vu la conséquence. La conséquence, c'est un monde, de même que le monde avait été sous domination britannique au long disons, entre 1830 et puis 1930, pendant un siècle, eh bien, le monde a été sous domination américaine à partir de 1944. Jusqu'à quand? Ben, peut-être jusqu'au jour que nous sommes en train de vivre. Parce que si le système se met en place, comme je le dis, eh bien, c'est un effondrement de la puissance américaine et donc occidentale qui se figure. Pourquoi ça? Ben parce que ça sera notamment la fin de l'endettement sans limite des États-Unis et des pays de l'Union européenne. Le quantitative easing, le fait de créer du dollar, en veux-tu, en voilà, n'en veux-tu pas, en voilà quand même. On ne sait même plus en ce moment dans le monde ce que représente M3. M3, c'est l'agrégat maximal que connaissent les économistes pour savoir l'ensemble des dollars qui ont été émis. Mais on ne sait plus, on ne sait pas. Ça n'est plus suivi. On est en fait dans une espèce d'énorme bulle monétaire et tout le monde sait, absolument tout le monde sait, que le système financier international est d'une extrême fragilité et d'une extrême vulnérabilité. Tout le monde sait qu'un jour il va craquer, mais comme dans les évangiles, nul ne sait le jour ni l'heure. Sauf que là, eh bien là, cet événement est en train de nous donner que c'est peut-être maintenant, dans les semaines, les mois qui viennent, que nous allons assister à cet événement historique. Si tel était le cas, si de plus en plus de pays du monde zappaient vers un système rouble-yuan, et sans doute à l'intérieur des deux d'ailleurs, sans doute que le yuan serait bien parti pour l'emporter, eh bien ça veut dire que ça ne pourrait pas ne pas se traduire très rapidement par une baisse rapide du niveau de vie des Occidentaux. Elle a d'ailleurs déjà commencé, mais ça pourrait s'accélérer très vite. Notamment les matières premières, connaissant d'un seul coup des hausses vertigineuses. La valeur même du dollar et de l'euro, qui resterait, n'étant plus acceptée partout comme des monnaies de réserve et de transaction, eh bien, serait réappréciée à leur juste valeur, c'est-à-dire pas forcément grand-chose, puisque l'on voit que les pays occidentaux se sont, d'une façon complètement irréfléchie, dépourvus des stocks d'or nécessaires. Tout le monde a à l'esprit la vente criminelle que Sarkozy a faite du stock d'or, de 20% du stock d'or de la Banque de France quand il était à l'Élysée, qu'il a d'ailleurs vendu à prix bradé, ce qui autorise d'avoir tous les soupçons derrière la tête sur ce qui s'est exactement passé derrière cette affaire. Au même moment d'ailleurs, je signale que les Chinois et les Russes, sous la direction de Vladimir Poutine, n'ont pas arrêté, eux, que d'acheter toujours et encore plus des stocks d'or pour valoriser au bout du compte leur monnaie nationale. Non seulement le niveau de vie des Occidentaux risque de s'effondrer, notamment de la classe moyenne, je ne parle pas des milliardaires qui trouveront toujours certainement à se sortir d'affaires, mais je pense notamment les classes moyennes d'Occident qui ont eu leurs beaux jours dans les années des 30 glorieuses, justement où l'on avait un système financier international dirigé par les États-Unis. Eh bien, il est à craindre que les Occidentaux, et notamment les classes moyennes, ne s'appauvrissent rapidement. On voyait aujourd'hui même Macron qui évoque l'hypothèse de réintroduire quand même des bons alimentaires, parce que nous risquons des pénuries alimentaires. S'il suffit tout simplement, par exemple, que la Russie ne nous livre pas ce que nous souhaitons. Bien entendu aussi, cet effondrement relatif du dollar et de l'euro provoquera immanquablement l'éclatement de l'euro. Puisque je rappelle que la force du dollar, au moins, c'est que c'est la monnaie de réserve et de transaction reconnue comme telle par tous les États du monde depuis des années, et qui est fondée, qui est adossée, comme on dit, à un État puissant, qui est quand même la première puissance militaire ou la première ex-aequo avec la Russie. Disons quand même la première sur un certain nombre de spécialités. Mais en revanche, s'agissant de l'Union européenne, bon, je ne vais pas faire la description d'un cadavre en état de décomposition avancée. Tout le monde sait que malgré les rodomontades de Macron ou du chancelier Scholz, etc.,
eh bien, il n'y a pas de défense européenne. Tout le monde sait que cet attelage de 27 pays, dont 19 étant dans la monnaie européenne, c'est un attelage qui n'a ni queue ni tête, qui est traversé de conflits, d'intérêts, des oppositions fondamentales sur des intérêts nationaux très importants. Et donc tout le monde sait que l'Allemagne est très inquiète de l'échafaudage de créances qu'elle a été obligée de consentir aux banques centrales des pays d'Europe du Sud, notamment la Banque d'Italie, la Banque d'Espagne, la Banque de Grèce. Tout le monde sait aussi que les pays du Sud risquent d'être ceux qui vont avoir les plus grosses difficultés. Tout le monde sait donc qu'il faudrait, pour que l'euro, la zone euro se tienne, qu'il y ait des transferts financiers considérables depuis les zones les plus riches, nommément l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Finlande, vers les zones plus pauvres ou en faible croissance, nommément le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et aussi la France. Voilà. Voilà la situation dans laquelle nous ont plongé des élites qui sont incompétentes. On me permettra d'ailleurs ici d'insister sur le scandale absolu, quand on voit les événements, que représente la sélection des candidats à l'élection présidentielle française par le système des parrainages. Que ce soit en matière de guerre, en matière de géopolitique, en matière militaire, maintenant en matière monétaire, économique, les Français ont comme choix pour l'élection présidentielle des gens qui ne sont pas au niveau. Et je suis désolé de le dire. Je sais que c'est peut-être malsonnant, que c'est peut-être prétentieux, mais moi, j'étais au niveau. Je suis au niveau. Et j'ai été éjecté de l'élection présidentielle par cela même que j'étais au niveau. Et parce que je disais aux Français, ce qu'ils sont en train de découvrir, c'est que l'euro risque d'être notre tombeau. Je terminerai d'ailleurs par ce point. Imaginons que nous ne soyons pas dans l'euro, mais que nous soyons revenus au franc. Imaginons, comme je le propose depuis 15 ans, imaginons que, comme je le propose depuis 15 ans, la France ne soit pas dans l'Union européenne, ne soit plus dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Imaginons, comme je le propose depuis des semaines maintenant, que nous ayons, sur cette affaire ukrainienne, pris la hauteur de vue nécessaire et joué les bons offices, comme c'est la vocation de la France, et comme nous aurions d'autant plus pu le faire que nous n'étions plus dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Eh bien, dans ces conditions, il se passerait quoi? Dans ces conditions, il se passerait que lorsque M. Poutine a décidé de ne plus accepter de règlement en euros et en dollars, il aurait dit qu'il acceptait les paiements en francs. Ça veut dire que nous aurions continué, nous, à nous approvisionner en francs, en gaz russe, qui représente 20% de nos approvisionnements, et à des tarifs très compétitifs. Voilà à quoi nous a mené cette solidarité atlantiste et européenne. Une solidarité atlantiste et européenne qui nous oblige à entrer en choc frontal avec la Russie pour les intérêts géopolitiques américains et exclusivement américains. Je rappelle ici que tout ce BINS, ce risque de guerre planétaire qui empoisonne la vie du monde entier maintenant depuis plusieurs mois, tout ceci vient du fait que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas renoncer à l'idée qu'ils veulent mettre la main sur l'Ukraine dans l'OTAN. Que les États-Unis restent chez eux et qu'ils laissent la Russie, avec son entourage proche, avoir des relations comme elles ont toujours été. Je rappelle aussi que les États-Unis d'Amérique sont toujours généreux avec les intérêts des autres, et notamment les intérêts des Européens. Puisque si conflit il y a dans toute cette affaire, c'est l'Europe, et en particulier la France, qui vont être parmi les premiers touchés, avec une augmentation phénoménale des tarifs des hydrocarbures qui ne concernera pas les États-Unis, avec un risque de menace nucléaire ou de guerre violente sur le sol européen qui ne concernera pas les États-Unis, avec également un arrêt des ventes, des exportations françaises
vers la Russie, notamment les vins, les cognacs, les champagnes, les produits de luxe, la maroquinerie, qui sont nos grandes spécialités à l'exportation. Ça ne concernera pas la Russie. C'est aussi l'arrêt des ventes d'avions, les ventes peut-être d'automobiles, puisque l'on a vu qu'aujourd'hui même, M. Zelensky, président ukrainien, qui s'est rendu à l'Assemblée nationale, enfin qui a fait une vidéo plus exactement par téléconférence avec l'Assemblée nationale et le Sénat, on a vu que M. Zelensky, qui passe à l'évidence plus de temps maquillé dans les studios de télévision que sur le terrain, a dirigé une guerre dont on ne sait pas très bien à quoi elle tourne d'ailleurs. Eh bien, M. Zelensky a donné la liste devant les parlementaires des entreprises françaises qui doivent fermer boutique en Russie. Donc il a cité Auchan, il a cité Renault, etc. qui... voilà. M. Zelensky, en parfait agent des intérêts américains, nous a expliqué que la France doit maintenant s'aborder un certain nombre d'entreprises françaises fondamentales. Par exemple, la présence de Renault en Russie est extrêmement importante. Et je terminerai d'ailleurs là-dessus, parce que c'est une information triste. Il y a quelques instants, au moment même où je commençais cette émission, on apprenait que Renault a décidé d'arrêter toute production en Russie. Alors qu'ils avaient dit toujours le contraire. C'est totalement contraire à nos intérêts fondamentaux, nos intérêts nationaux les plus fondamentaux. J'aimerais savoir, moi, mais tout le monde a un peu à l'idée ce qui peut se passer, comment il se fait que le président Zelensky, qui est un escroc notoire, je l'ai dit, je le répète, aucun responsable politique, aucun journal, aucun média ne veut le mettre sur le devant de la scène. M. Zelensky a détourné 41 millions de dollars. C'est pas rien quand même, l'équivalent de 35 ou 38 millions d'euros à son profit. Il fait partie des Pandora Papers, du scandale. Il est avec la pègre de certains oligarques ukrainiens. Il fricote avec les néo-nazis. Ça, maintenant, on commence à le savoir un petit peu davantage, parce que l'opinion publique française se dit « Mais c'est incroyable, cette histoire !» En tout cas, voici ce monsieur qui est un acteur de cinéma, qui n'est absolument pas ni un politique, ni un économiste, ni un chef d'entreprise, ni rien du tout, ni un haut fonctionnaire. Non, non, c'est un acteur de cinéma qui a été propulsé de façon extraordinaire par des médias, comme on a vu que les mêmes médias en France ont propulsé Macron. Et puis, ce monsieur nous donne la liste des entreprises françaises qui doivent se saborder en Russie, mais c'est pas lui qui l'a élaboré. On lui a élaboré, on le lui a donné. Et d'ailleurs, qui a décidé que ce monsieur Zelensky pourrait parler par vidéoconférence à la Chambre des communes au Royaume-Uni, ensuite au Parlement, à la Knesset en Israël, ensuite au Parlement en Pologne, à Varsovie, puis au Parlement italien, maintenant le Parlement français. Il avait fait la Chambre des représentants à Washington. Mais qui c'est qui a décidé ça ? Quand on voit d'ailleurs les députés ou les sénateurs, tout le monde était là, le doigt sur la couture du pantalon, on n'a jamais vu des hémicycles aussi pleins. Lorsqu'il s'agit de voter des lois qui ont une importance considérable sur la liberté des Français, sur le pass vaccinal ou autre, on s'aperçoit qu'il y a 3 plaies, 2 tondus dans ces hémicycles, que nos parlementaires prennent ça comme par-dessous la jambe. Mais là, d'un seul coup, M. Zelensky s'exprime pour donner la liste des entreprises qu'il faut fermer, puis on va s'exécuter, et tous les députés sont priés d'être là, le doigt sur la couture du pantalon. C'est aussi dingue, en fait, que l'hystérie de médiatisation qui avait entouré Greta Thunberg, cette adolescente de 16 ans, qui a eu comme ça l'occasion de s'exprimer du haut de la tribune de l'Organisation des Nations Unies à New York devant 195 pays du monde, et qui a été reçue en grande pompe dans tous les parlements des pays de l'Europe occidentale, y compris le Parlement français. Et puis gare à celui qui faisait une plaisanterie déplacée sur Greta Thunberg. Sainte Greta, priez pour nous. De la même façon qu'aujourd'hui, gare aux députés qui n'auraient pas été présents pour assister religieusement à la liste des entreprises françaises à détruire énoncée par M. Zelensky. Madame Le Pen, qui avait un agenda différent, a été obligée de le modifier sous pression des médias qui commençaient à faire un scandale autour de son absence. Après ça, les médias se sont attaqués
à Mélenchon et à la France insoumise. Il a fallu que la France insoumise fasse savoir si nos 17 députés seront bien là. Après ça s'est porté sur monsieur Fabien Roussel qui a dit qu'il pouvait pas y aller, donc il s'est fait morigéner. Sauf que là, il avait quand même une bonne excuse, si j'ose dire, puisque c'est triste. Il avait, paraît-il, un deuil dans sa famille, donc ça, on l'a toléré. Mais qui décide de tout ça? Bon, on assiste, comme vous l'avez bien compris, à la fin de quelque chose d'hyperbolique, à la fin d'un Occident qui est en train de foncer dans le mur à toute allure. Et je pense que les décisions de Vladimir Poutine d'aujourd'hui vont avoir des conséquences très lourdes dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Et peut-être de ce jour, du 23 mars 2022, datera le début de la fin de la domination occidentale sur le monde. Un petit mot quand même pour terminer en plus. Ça n'a rien à voir et pourtant ça a à voir. Les vidéos que je fais, UPR TV est en croissance phénoménale. Et encore plus d'ailleurs depuis que les Français qui me connaissaient ont pu constater, scandaliser comment j'ai été évincé de cette élection avec les coups bas venant de partout et notamment du milieu souverainiste pour m'empêcher d'avoir les parrainages. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est que nous venons de franchir les 270 000 abonnés sur UPR TV. On a fait 40 000 abonnés de plus en un mois. C'est tout à fait considérable. Eh bien, il faut continuer. Nous voulons avoir plus de moyens parce que c'est là, en fait, que nous allons pouvoir finalement faire basculer les choses. Ça n'est plus dans ces campagnes électorales qui sont des campagnes truquées. J'ai été le premier à dire que l'élection présidentielle était truquée. J'ai vu qu'ensuite M. Poutou, M. Dupont-Aignan, M. Lassalle, tout le monde, tous les petits candidats, entre guillemets, disent à leur tour que c'est truqué. Nous avons besoin de vous informer. Et de vous informer comme je l'ai toujours fait depuis 15 ans, pour que les Français comprennent bien l'ennemi auquel ils ont affaire. Alors pour ça, j'ai besoin de votre argent. Voilà. Pas pour moi, tout simplement pour développer nos actions, remplacer nos matériels, avoir des matériels plus performants, avoir quelques salariés en plus, parce que parfois ça fait énormément de travail. Vous ne vous en rendez pas compte, mais le travail fait derrière l'écran, vous ne le voyez pas. C'est un travail très important, à la fois de mes collaborateurs et de moi-même. Il y a beaucoup de travail de recherche d'informations. Je n'ai pas la science infuse, même si c'est vrai que je suis érudit. Et je remercie tous ceux qui me mettent des messages tout à fait sympathiques en la matière. Mais j'ai quand même aussi besoin de vérifier un certain nombre d'informations. Je voudrais rendre ici hommage aussi, notamment à Jérémy ou à Fabien, qui sont les chevilles ouvrières de notre chaîne de télévision. Fabien est à la fois le responsable de UPR TV, de la captation des vidéos, de l'enregistrement, du montage, à la satisfaction de tous. Mais voilà, il faut essayer d'avoir plusieurs aides pour démultiplier ça et puis pour que quand même on respecte quand même les horaires de travail décents pour tout le monde. Voilà, donc on a vraiment besoin de votre soutien. Et puis on a aussi besoin d'autre chose, qui est un soutien qui n'est pas uniquement financier. C'est aussi un soutien en termes de réseautage, de réseau. Il faut absolument que chacun d'entre vous qui me regardiez, si vous trouvez que ce que je dis est intéressant, il faut absolument que tous les jours, ou du moins à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, vous vous disiez à qui je vais pouvoir l'envoyer. Envoyez-la tout autour de vous. Envoyez-la à des collègues de travail, à des amis, à des vagues connaissances même, à des voisins, à des commerçants que vous connaissez. Envoyez-leur. Envoyez-leur en disant c'est trop important. Il faut absolument que vous vous informiez. Voilà. Ça, c'est ce double système de l'argent pour qu'on puisse continuer à vivre et à se développer. Et puis, par ailleurs, un réseau d'entraide pour faire connaître notre chaîne de télévision et nos informations dont beaucoup d'entre vous nous félicitent en disant que sur la sphère politique, eh bien, elles sont quasiment sans équivalent. Je vous remercie, nous vous remercions pour tout le soutien que vous nous apportez. Et puis alors un ultime dernier mot. Le 2 avril, à Villejuif, donc dans la banlieue parisienne, c'est très pratique d'accès, c'est juste à la sortie de la station Villejuif-Léo-Lagrange de la ligne 7 du métro. Eh bien, à partir de 18h, nous organisons une fête pour les 15 ans de l'UPR.
Ça n'a pas la taille que nous aurions voulu au début, puisque nous espérions, j'espérais être candidat à la présidentielle. Et là, nous aurions certainement fait un meeting de très grande ampleur. Vous savez que j'ai été interdit de cette élection, mais nous attendons quand même quelques centaines d'adhérents, de sympathisants. Donc venez. Si vous êtes adhérent à jour de cotisation, c'est gratuit pour vous. Si vous êtes non adhérent, vous pouvez entrer moyennant 10 €. Vous pouvez aussi adhérer, comme vous serez ipso facto à jour de cotisation, entrer gratuitement. Il y aura des animations, je vous renvoie à tout ce qui a été écrit sur le sujet. Vous pourrez vous y restaurer. Il y aura un petit peu de musique. Et puis il y aura des interventions à la tribune de quelques intervenants, et notamment, et bien sûr, moi-même, je prendrai la parole aux alentours de 20 h pour faire un peu la description de la façon dont je vois l'élection présidentielle, et notamment le premier tour qui sera à 10 jours plus tard. Voilà. Et puis évidemment, ça sera l'occasion pour tout le monde de faire connaissance, de faire connaissance avec moi. Voilà, je serai là pour vous parler, pour serrer les mains, faire des selfies, puis pas seulement moi. Il faut aussi que l'UPR se développe comme une famille, et une famille d'entraide et de résistance. Je vous dis donc, si vous en êtes d'accord et si vous êtes disponible, je vous dis donc au 2 avril 2022 à Villejuif, à partir de 18 h. Vous trouverez les coordonnées précises sur notre site. Vive la République et vive la France.